Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode de la playlist Droit public financier, l'épisode 29, consacré à l'encadrement par la LOLF des actes réglementaires d'exécution des lois de finances, vous est présenté par Maude Archambault et Chérine Belkiter, deux étudiantes du Master 2 Droit public général et contentieux public de l'Université de Lille. Ce travail a été réalisé dans le cadre du séminaire de droit administratif financier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de l'encadrement lolfien des actes réglementaires d'exécution des lois de finances et comment la LOLF a permis de fixer un cadre juridique permettant d'en préserver l'usage. La LOLF, se traduisant comme une constitution financière de l'État, poursuit deux objectifs principaux. Le premier, permettre une amélioration de la gestion publique. Le deuxième, mieux assurer l'exercice du pouvoir budgétaire du Parlement. Tout ceci a pour conséquence que si l'initiative du projet de loi de finances reste aux mains du gouvernement selon l'article 38 de la Constitution, les parlementaires sont ainsi associés dès le stade de l'élaboration du projet de loi de finances. Ainsi, si l'ordonnance de 1959 organisait déjà des procédures d'information préalables, la LOLF a permis d'en généraliser la pratique afin que tous les actes réglementaires, sans exception, soient portés à la connaissance du Parlement. Après adoption par le Parlement de la loi de finances, la LOLF, dans ses articles 12 à 15, permet au pouvoir exécutif de l'adapter en cours d'exercice budgétaire via les actes réglementaires d'exécution des lois de finances. Ainsi, si le contenu de la loi de finances s'avère être inadapté ou si l'urgence le justifie, les actes réglementaires d'exécution des lois de finances permettent au gouvernement d'intervenir rapidement et efficacement. En vertu de l'article 12 de la LOLF, des transferts et virements voulus par le gouvernement sont possibles et peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes. Tout d'abord, on entend par transfert la modification du service responsable de la dépense et on entend par virement la modification de la nature de la dépense. Si le gouvernement décide d'un transfert ou d'un virement, il ne peut le faire que par décret pris sur le rapport du ministre chargé des Finances, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, chargées des Finances et des autres commissions concernées. Aussi, si des crédits accordés par le Parlement font l'objet de virements ou de transferts, cette utilisation doit, a posteriori, faire l'objet d'un compte-rendu spécial adressé au Parlement. Selon l'article 13 de la LOLF, une autre possibilité s'ouvre au gouvernement, celle des décrets d'avance. Un décret d'avance, c'est une ouverture de crédit supplémentaire par rapport à ce qui a été initialement prévu en loi de finances. Deux catégories juridiques les distinguent. Dans le premier cas, l'urgence permettra au gouvernement d'agir par voie réglementaire. Ainsi, l'ouverture des crédits s'opérera qu'après avis des commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Attention, dans ce premier cas, il ne saurait être question d'affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. À cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. En outre, le montant des crédits ouverts par la loi de finances de l'année est fixé à 1%. Dans le deuxième cas, l'urgence est combinée à la nécessité impérieuse d'intérêt national. Dans ce cas, l'ouverture de crédits s'opérera ainsi uniquement après information des commissions de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. La LOLF ne s'arrête pas là. En effet, en son article 14, elle permet au gouvernement de procéder à des annulations de crédit. Cette notion est assez simple, elle permet simplement au gouvernement d'annuler les crédits qu'elle avait accordés dans sa loi de finances initiale. Dans la même logique que les précédents actes énoncés, les annulations de crédit doivent elles aussi être justifiées. Deux raisons principales peuvent être invoquées. La première est qu'un crédit est devenu sans objet. Ce premier cas était déjà prévu par l'ordonnance qui précédait la LOLF. Un deuxième cas, nouveau celui-ci, a été introduit par la LOLF, c'est celui de prévenir toute détérioration de l'équilibre budgétaire étatique. Ainsi, le gouvernement peut éviter de creuser un peu plus le déficit dans le budget de l'État.
Du fait du caractère exceptionnel des annulations de crédit, celles-ci sont encadrées par des conditions strictes. Tout d'abord, avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour information aux commissions des finances des deux assemblées et aux commissions compétentes au fond. De plus, un plafonnement strict encadre le montant cumulé des crédits annulés. Ainsi, il ne peut dépasser le plafond de 1,5% des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours. Le dernier mécanisme à appréhender est celui de l'article 15, qui permet de reporter des crédits par arrêté ministériel. Les crédits visés sont les crédits non consommés au cours d'un exercice sur un même programme et qui peuvent donc faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Cette faculté de reporter des crédits est évidemment, elle aussi, encadrée par certaines conditions. La première est qu'elle ne concerne seulement que 3% des crédits votés en loi de finances initiale pour ce programme. La deuxième condition se retrouve sur le plan procédural. En effet, les reports de crédits doivent faire l'objet d'arrêtés conjoints du ministre du Budget et du ministre intéressé avant le 31 mars de l'exercice suivant. Enfin, les crédits visés doivent être reportés sur le même programme ou à défaut sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Cette condition permet une cohérence dans la gestion du budget. En définitive, la LOLF a permis une meilleure maîtrise de l'autorisation budgétaire du Parlement en renforçant ou en instituant des procédures d'information préalables, mais aussi des procédures d'information a posteriori. Toujours dans l'idée d'un respect de l'équilibre budgétaire, elle se dote ainsi de principes comme l'annulation de crédits pour les décrets d'avance ou comme le plafonnement des modifications de crédit. Voilà, en espérant que cette présentation vous a permis d'y voir plus clair, voici un tableau résumant les principaux encadrements des actes réglementaires d'exécution des lois de finances.